Le plus grand tour que le système ait jamais joué contre vous a été de vous convaincre que la richesse est difficile. On vous a répété qu'elle exige un génie mathématique, une chance surnaturelle, un privilège secret réservé à quelques élus. On vous a raconté qu'elle est complexe, presque mystique, inaccessible à l'individu ordinaire. C'est faux. La richesse n'est pas une énigme métaphysique. C'est une mécanique, une arithmétique froide, d'une simplicité presque insultante. Si vous n'êtes pas riche aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence. Ce n'est pas parce que l'économie est irrémédiablement brisée. Ce n'est pas parce que le monde est contre vous. C'est parce que vous fonctionnez encore sous un code moral conçu pour maintenir la majorité dans la dépendance. Vous jouez à un jeu de conformité pendant que d'autres jouent à un jeu de stratégie. Vous suivez les règles visibles pendant que les puissants exploitent les règles invisibles. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel observait déjà cette structure. Dans Le Prince, il ne cherchait pas à décrire le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est réellement. Il ne parlait pas de bonté, mais d'efficacité. Il ne parlait pas d'intention, mais de résultat. Et la vérité qu'il avait comprise est brutale. Le monde ne récompense pas les vertueux. Il récompense ceux qui obtiennent des résultats. Vous avez été programmé pour être un bon employé, pour travailler dur, pour être fiable, pour ne pas faire de vagues, pour économiser prudemment, pour attendre votre tour. Vous espérez qu'un jour, votre endurance silencieuse sera reconnue. Mais le marché ne distribue pas de médailles pour la souffrance. Il ne paie pas l'effort. Il paie l'impact. La première fondation de votre pauvreté réside ici. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous pointez. Vous exécutez une tâche. Vous repartez. Vous recommencez le lendemain. Vous troquez votre énergie vitale, limitée, contre un revenu plafonné. C'est une équation perdante. Votre temps est fini. Votre salaire l'est aussi. Si vous cessez d'être présent, l'argent cesse d'entrer. Vous êtes le moteur. Et un moteur qui s'arrête ne produit plus rien. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils vendent la suppression d'une douleur. Première loi, l'économie de la douleur. On vous a conseillé de suivre votre passion. Mauvais conseil, la passion est un luxe. La richesse provient de la résolution de problèmes douloureux. Urgence. Coûteux, l'argent n'est rien d'autre qu'un certificat attestant qu'un problème a été résolu. Plus la douleur est intense, plus la récompense est élevée. Pourquoi un chirurgien cardiaque gagne-t-il davantage qu'un agent d'entretien? Parce que la saleté dérange. L'arrêt cardiaque tue. Ce n'est pas une question morale. C'est une question d'intensité de la souffrance supprimée. Regardez votre propre situation. Quelle douleur éliminez-vous? Est-elle rare? Est-elle urgente? Est-elle difficile à résoudre? Ou bien est-elle commune? Interchangeable? Facilement remplaçable par des milliers d'autres? Ou bientôt par une machine? Si des millions de personnes peuvent faire ce que vous faites. Vous êtes une commodité. Et une commodité n'a aucun levier. Être aimé ne suffit pas. Être gentil ne suffit pas. Être loyal ne suffit pas. Vous devez devenir nécessaire. Machiavel conseillait au prince de ne pas chercher à être aimé, mais à être indispensable. L'amour est instable. Le besoin est contraignant. Si votre supérieur vous apprécie, il pourra néanmoins vous remplacer en cas de difficulté budgétaire. S'il dépend de vous pour maintenir le flux des revenus, des clients ou du savoir stratégique, il ne peut pas vous écarter sans s'affaiblir lui-même. La richesse commence lorsque vous identifiez une douleur spécifique, coûteuse, et que vous vous positionnez comme la solution incontournable. Vous ne vendez pas un produit, vous vendez le soulagement. Dès que vous comprenez cela, l'argent cesse d'être mystérieux, il devient prévisible. Deuxième loi, le renard et le piège. On vous a élevé selon la doctrine de l'âne, travaille dur, baisse la tête, porte la charge, et le système finira par te récompenser. Mais l'effort brut n'est pas corrélé à la richesse. Si l'effort suffisait, les ouvriers épuisés seraient milliardaires, et ceux qui déplacent du capital derrière un écran seraient pauvres. La réalité montre l'inverse. Le marché ne paye pas l'effort, il paie l'effet. Machiavel écrivait qu'il faut être à la fois renard et lion. Le lion effraie les loups. Le renard reconnaît les pièges. Lunet, Louis, travaille jusqu'à l'épuisement, sans jamais comprendre le système. Le piège dans lequel vous êtes enfermé est simple. Vous croyez que travailler davantage suffira. Non. Vous devez apprendre le levier. Le levier consiste à produire plus de résultats avec moins d'efforts directs. Il existe plusieurs formes de levier. Le levier humain. D'autres travaillent et vous bénéficiez d'une part du résultat. Le levier du capital, l'argent travaille et génère davantage d'argent.
Le levier technologique et médiatique. Vous créez une fois et la valeur se réplique à grande échelle sans votre présence constante. Si votre revenu dépend de votre présence physique, vous êtes prisonnier tant que vous êtes le centre du système. Le système ne peut pas fonctionner sans vous. Et s'il ne peut pas fonctionner sans vous, vous n'êtes pas libre. La richesse devient simple lorsque vous cessez de demander « comment travailler plus dur ?» et commencez à demander « comment détacher mon revenu de ma présence ?» Une entreprise est une machine. Un portefeuille d'investissement est une machine. Un logiciel est une machine. Une plateforme de contenu est une machine. Les pauvres passent leur vie à être la machine. Les riches passent leurs premières années à la construire. Troisième loi, la perception et la réalité. Vous n'êtes pas payé selon votre valeur réelle. Vous êtes payé selon la valeur perçue. Le monde ne voit pas vos luttes internes, vos années d'apprentissage, vos sacrifices invisibles. Il voit ce que vous projetez. Si vous paraissez incertain, on vous offrira peu. Si vous paraissez désespéré, on exploitera votre urgence. Si vous paraissez bon marché, on négociera à la baisse. Prenez 2 consultants. Le premier est brillant, mais mal présenté. Toujours disponible. Rapide à répondre par peur de perdre le contrat. Le second est moyen, mais présente une image impeccable. Parle lentement. Fixe des limites claires et facture 10 fois plus. Qui obtient le contrat? Celui qui signale la valeur. Le prix est un signal. L'apparence est un signal. La rareté est un signal. Machiavel conseillait au prince de maintenir une aura de majesté, de ne jamais exposer sa vulnérabilité en public. Appliquez ce principe. Ne vous plaignez pas publiquement de votre manque d'argent. Ne laissez pas transparaître votre besoin. La position de négociation la plus forte est la capacité réelle de partir. Les êtres humains sont hiérarchiques. Nous suivons instinctivement les signaux de statut élevé. Discipline, tenue, articulation, contrôle émotionnel. Tout cela communique du pouvoir et les ressources gravitent vers le pouvoir. Examinez votre image, pas seulement vos vêtements, mais votre empreinte numérique, votre manière d'écrire, votre disponibilité permanente. Signalez-vous « Je suis interchangeable » ou « Je suis l'option premium ». 4e loi, la brutalité de l'élimination. Vous croyez que vous avez besoin de plus d'idées, plus de contacts, plus d'heures. En réalité, vous avez besoin de moins. Un dirigeant ne peut gouverner si sa cour est remplie de parasites et de traîtres. Il doit purger. Votre vie est probablement encombrée de variables qui sabotent votre trajectoire. Les personnes d'abord. Vous n'êtes pas simplement la moyenne des gens que vous fréquentez. Vous êtes le résultat des comportements que vous tolérez. Si vous tolérez la plainte constante, vous absorberez la mentalité de victime. Si vous tolérez la peur chronique du risque, vous resterez ancré au sol. Les mentalités sont contagieuses. La pauvreté est un virus linguistique et comportemental. Je ne peux pas me le permettre. On verra plus tard. Ce n'est pas pour moi. Unsubscribed. Ensuite, le bright. Combien d'heures consommez-vous dans des distractions qui vous indignent? Vous distrait ou vous anesthésiant? Chaque minute d'attention est une ressource. Si vous ne pouvez pas vous concentrer plusieurs heures sur une tâche stratégique, vous ne construirez rien de durable. La concentration est la nouvelle intelligence. Dans un monde saturé de dopamine, celui qui peut s'asseoir et travailler sans distraction possède un avantage écrasant. La richesse devient simple lorsque vous supprimez tout ce qui ne construit pas l'actif. Relations, habitudes, applications, pensée. Si cela ne contribue pas à votre machine, cela vous ralentit. 5e loi, le basculement moral. On vous a enseigné que l'argent corrompt, que la pauvreté est noble, que vouloir gagner beaucoup est suspect. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit apprendre à ne pas être bon lorsque la situation l'exige. Cela ne signifie pas être cruel, cela signifie être efficace. Le marché est une compétition pour des ressources limitées. Si vous vous sentez coupable de gagner de l'argent, vous le repousserez inconsciemment. Si vous avez peur d'être perçu comme ambitieux, vous saboterez vos propres opportunités. Vendre un service de valeur n'est pas voler, c'est échanger. Mais l'échange exige fermeté. Si vous êtes trop gentil pour conclure la vente, quelqu'un d'autre le fera. Si vous êtes trop poli pour négocier, l'entreprise conservera la différence. Votre excès de gentillesse peut devenir une donation involontaire à des structures qui ne se soucient pas de vous. Être respecté pour votre compétence et vos limites est plus puissant qu'être aimé pour votre docilité. Dire non sans s'excuser. Mettre fin à une collaboration inefficace. Fixer des conditions claires.
Cela exige une peau plus épaisse. La richesse isole avant de libérer. Vous serez incompris. Vous serez qualifié d'obsédé, de matérialiste, d'égoïste par ceux qui n'ont pas les résultats que vous cherchez. Acceptez-le. Vous venez de franchir la première barrière. Beaucoup s'arrêtent ici. Ils préfèrent le confort d'une illusion morale à la lucidité stratégique. Mais si vous êtes encore présent, c'est que quelque chose en vous comprend que la simplicité dérangeante de ces lois est précisément ce qui les rend puissantes. Et ce n'est que le commencement. Nous avons détruit les illusions morales. Nous avons exposé la mécanique psychologique. Mais comprendre l'état d'esprit ne suffit pas. Beaucoup d'individus lucides restent pauvres parce qu'ils ignorent l'architecture de conservation. Gagner de l'argent est une compétence. Le garder est une stratégie. Le multiplier est une science. Sans cela, vous devenez simplement un conduit bien rémunéré par lequel l'argent transite avant de disparaître. 6e loi, la forteresse de la rétention. Machiavel consacrait autant d'énergie à expliquer comment conserver le pouvoir qu'à expliquer comment l'acquérir. Il savait qu'une conquête sans consolidation est une invitation au désastre. L'argent fonctionne de la même manière. Le monde entier est structuré pour le récupérer. L'État le veut sous forme d'impôts. Les entreprises le veulent sous forme de consommation. L'inflation le veut sous forme d'érosion silencieuse. Votre entourage le veut sous forme de faveurs, de prêts, d'obligations morales. Si vous gagnez 1 million et que vous dépensez 1 million, vous n'êtes pas riche, vous êtes un tuyau sophistiqué. La richesse n'est pas ce qui passe entre vos mains, c'est ce qui reste dans le réservoir. Le système vous conditionne à devenir consommateur avant de devenir propriétaire. Chaque publicité murmure, vous le méritez. Offrez-vous ce plaisir, améliorez votre style de vie. C'est une propagande douce. Une mise à niveau prématurée de votre niveau de vie est une cage dorée. Voici la règle froide. Vous n'achetez jamais un luxe avec votre travail. Vous achetez un luxe avec le rendement d'un actif. Si vous travaillez pour payer une voiture, vous devenez esclave de la voiture. Elle exige entretien, assurance, carburant. Vous devez continuer à travailler pour la maintenir. Mais si vous utilisez votre travail pour acquérir un actif, une entreprise, des parts productives, une propriété générant un flux, et que cet actif paie la voiture, alors l'actif travaille à votre place. Il devient le serviteur. Construisez des actifs avant d'améliorer votre confort. Machiavel parlait de forteresse. Une forteresse n'est pas seulement un mur, c'est un système défensif dans votre réalité moderne. Cela signifie comprendre la structure juridique, séparer les risques, protéger vos flux, structurer intelligemment vos opérations. Cela signifie aussi pratiquer une forme de richesse discrète. Le pouvoir réel est silencieux. Celui qui parle le plus fort de son succès est souvent celui qui cherche à prouver sa valeur. La véritable sécurité n'a pas besoin d'approbation extérieure. Lorsque l'argent commence à circuler vers vous, fermez la bouche, n'annoncez pas chaque victoire, n'achetez pas des symboles pour impressionner des personnes qui ne participent pas à votre croissance. Le luxe ultime n'est pas un objet, c'est la liberté de votre temps, et cela exige vigilance. Machiavel avertissait que le prince doit se préparer à la guerre même en temps de paix. Lorsque les flux sont abondants, c'est précisément le moment de renforcer vos défenses, réinvestir, diversifier, accumuler des réserves. Les périodes d'abondance sont des tests de discipline. 7e loi, l'arme du temps. Vous êtes en train de mourir. Cette phrase n'est pas dramatique, elle est factuelle. Chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. La division fondamentale entre pauvres et riches est simple. Les pauvres vendent leur temps. Les riches achètent du temps. Lorsque vous effectuez des tâches qui pourraient être déléguées pour un coût modeste, vous fixez implicitement la valeur de votre heure. Si vous passez 1 heure à économiser une somme insignifiante, vous déclarez que votre existence vaut ce montant. Machiavel comprenait qu'un dirigeant ne peut pas tout faire lui-même. Il délègue, il structure, il se concentre sur les décisions à fort impact. Vous devez devenir obsédé par votre taux horaire effectif. Si votre objectif est un revenu élevé, votre temps doit être consacré à des activités dont la valeur dépasse largement le coût de leur délégation. Si une tâche peut être réalisée pour une somme modeste, et que vous la faites vous-même, alors que vous pourriez utiliser ce temps pour développer une compétence stratégique. Vous brûlez littéralement du potentiel. Beaucoup objectent « Je ne peux pas me permettre d'embaucher ». La réalité est inversée. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas libérer du temps si ce temps peut être investi dans une activité à levier élevé. Votre calendrier est un champ de bataille. Refusez les réunions inutiles.
Refusez les obligations sociales qui n'apportent ni croissance ni connexion stratégique. Apprenez à dire non avec calme. L'indisponibilité stratégique est un signal de valeur. Plus votre temps est rare, plus il devient précieux. Lorsque vous combinez le détachement du revenu de votre présence avec la protection féroce de votre temps, vous approchez d'un état rare, l'autonomie. Se réveiller et décider de sa journée n'est pas un luxe. C'est une définition fonctionnelle de la richesse. 8e loi, l'avantage asymétrique. On vous a appris à jouer équitablement. Le marché, Aloï, récompense l'asymétrie. Vous devez rechercher des situations où la perte potentielle est limitée, mais où le gain potentiel est disproportionné. Un emploi classique possède un plafond. Vous ne multiplierez pas votre revenu par 1000 en un mois. En revanche, le risque de perdre votre poste est total. C'est une asymétrie défavorable, gain limité. Perte brutale. Créer, entreprendre, investir intelligemment, développer une compétence rare, ces domaines comportent des risques. Mais leur potentiel n'est pas plafonné de la même manière. Vous pouvez perdre du temps ou du capital, mais le gain peut transformer votre trajectoire entière. Cherchez vos avantages injustes. Qu'est-ce que vous savez que d'autres ignorent? Quelles compétences avez-vous cultivées de manière obsessionnelle? Quelle perspective culturelle? Linguistique. Technique vous distingue? Ne cherchez pas à être équilibré. Les profils équilibrés font de bons employés. Les profils tranchants redéfinissent des secteurs. Spécialisez-vous jusqu'à devenir incontournable. Si vous écrivez jusqu'à dominer un créneau précis. Si vous vendez, devenez si performant que vous contrôlez les flux. Si vous programmez, concentrez-vous sur une niche où la demande dépasse largement l'offre. Machiavel conseillait de concentrer la force sur le point faible de l'adversaire. Sur le marché, cela signifie identifier les lacunes, les services mal exécutés, les problèmes négligés, les besoins croissants encore mal satisfaits, puis frapper avec précision. Ne cherchez pas à participer, cherchez à dominer un segment spécifique. 9e loi, la fin de l'espoir. L'espoir n'est pas une stratégie. J'espère une promotion. J'espère que l'économie s'améliore. J'espère avoir de la chance. L'espoir est passif. Il transfère le contrôle à des forces externes. Machiavel opposait la fortuna à la vertu, la chance à la capacité audacieuse d'agir. Attendre la chance est une posture faible. Forcer les opportunités par l'action structurée est une posture puissante. Personne ne vient vous sauver. Il n'y a pas d'oncle secrète. Pas de loterie existentielle garantie. Cette prise de conscience effraie ceux qui veulent être protégés. Elle libère ceux qui veulent diriger leur trajectoire. Un plan remplace l'espoir. Un plan est une séquence d'actions répétables. Acquérir une compétence à forte valeur. L'appliquer à un problème douloureux. Facturer. Convertir le surplus en actifs. Répéter. Répéter jusqu'à ce que les actifs produisent plus que vos besoins. C'est ennuyeux. Répétitif. Dépourvu de glamour. La variable décisive est la discipline. Êtes-vous prêt à travailler lorsque la motivation disparaît? Êtes-vous prêt à étudier pendant que d'autres se divertissent? Êtes-vous prêt à paraître ignorant au début pour devenir compétent ensuite? Si la réponse est oui, la richesse cesse d'être hypothétique. Elle devient statistiquement probable, pas parce que le monde est juste, mais parce que vous appliquez une mécanique qui, répétée avec constance, produit un résultat. La complexité que vous perceviez auparavant provenait de vos émotions, peur, culpabilité, orgueil, besoin d'approbation. Retirez-les de l'équation. Il reste une structure claire. Identifiez la douleur, apportez la solution. Utilisez le levier, protégez le capital, rachetez votre temps, exploitez l'asymétrie. Agir sans attendre. La difficulté réelle n'est pas technique, elle est identitaire. Qui devez-vous devenir pour exécuter cela sans relâche? Vous devez devenir celui qui supporte le froid social, celui qui n'a pas besoin d'être compris par la majorité, celui qui voit le monde tel qu'il fonctionne réellement, et non tel qu'il devrait fonctionner dans un récit confortable. Une fois que vous voyez les mécanismes, vous ne pouvez plus redevenir naïf, vous percevez les incitations cachées. Vous comprenez pourquoi certaines décisions collectives produisent des résultats prévisibles. Vous devenez moins tolérant envers la médiocrité, y compris la vôtre. La richesse isole avant de libérer. Beaucoup préfèrent rester pauvres mais intégrés plutôt que prospères mais incompris. La question silencieuse est la suivante. Êtes-vous prêt à supporter ce décalage temporaire? Si vous l'êtes, alors vous avez déjà franchi la frontière invisible qui sépare ceux qui consomment les règles de ceux qui les utilisent. Et ce que vous avez lu jusqu'ici n'est pas une promesse. C'est une mise en garde.
Car lorsque vous commencez à appliquer ces lois, vous cessez d'être manipulable, vous cessez d'attendre, vous cessez de demander la permission, vous devenez architecte. Et un architecte n'accuse pas le terrain, il construit malgré lui. Vous êtes désormais face à la partie que la majorité ne veut jamais entendre, la partie qui ne flatte pas, qui ne rassure pas, qui ne promet pas une transformation magique en 30 jours. Car une fois que vous comprenez les lois, une fois que vous avez identifié la douleur, construit le levier, protégé le capital, racheté votre temps et recherché la symétrie, il reste une dimension plus silencieuse, plus exigeante, la transformation intérieure irréversible. 10e loi, la mort de l'ancien vous. On ne devient pas riche en ajoutant simplement des stratégies à une identité inchangée. On devient riche en abandonnant l'identité qui rendait la richesse incompatible. Vous ne pouvez pas conserver simultanément le besoin constant d'approbation et la détermination froide nécessaire pour accumuler du pouvoir économique. À un moment donné, il faut choisir. L'ancienne version de vous cherchait à être appréciée. Elle évitait les conflits. Elle retardait les décisions difficiles. Elle voulait être comprise. Elle voulut être validée. Elle confondait harmonie sociale et progression stratégique. La nouvelle version accepte l'inconfort. Elle comprend que toute montée en puissance modifie l'équilibre relationnel. Lorsque vous évoluez, certaines relations deviennent tendues, non parce que vous êtes devenu mauvais, mais parce que vous êtes devenu différent. La richesse crée un décalage perceptif. Vos priorités changent. Votre gestion du temps devient stricte. Votre tolérance aux excuses diminue. Vos conversations évoluent. Vous commencez à parler d'investissement, d'opportunités, de structure. Là où d'autres parlent de divertissement et de plainte. Ce décalage est le prix psychologique de la progression. On vous dira que vous avez changé. C'est vrai. C'est le but. On vous dira que vous êtes obsédé. Peut être. Toute maîtrise exige une forme d'obsession dirigée. On vous dira que l'argent n'est pas tout, évidemment, mais le manque d'argent limite presque tout. On vous dira que vous êtes devenu froid. En réalité, vous êtes devenu stratégique. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est cumulative. Elle se manifeste dans les choix quotidiens invisibles. Se lever plus tôt pour apprendre. Refuser une dépense impulsive. Étudier un contrat au lieu de regarder un écran. Négocier au lieu d'accepter. Investir au lieu de consommer. La richesse n'est pas un événement. C'est un effet secondaire d'un système appliqué sans interruption. 11e loi. La constance au-delà de l'émotion. La motivation est instable. L'inspiration est volatile. Les émotions fluctuent. La discipline, elle, est mécanique. Elle ne dépend pas de l'humeur. Elle dépend d'une décision répétée. La majorité échoue, non pas parce qu'elle ne comprend pas, mais parce qu'elle interrompt le processus. Elle commence, puis ralentit. Elle investit, puis panique. Elle apprend, puis se distrait. Les lois que vous avez parcourues sont simples. Elles ne sont pas faciles. Elles exigent répétition. Encore et encore. Identifier un problème douloureux. Créer une solution supérieure. Fixer un prix cohérent avec la valeur perçue. Réinvestir l'excédent. Automatiser. Déléguer. Répéter. Geste monotone. C'est structurel. C'est presque austère. Mais c'est précisément cette austérité qui crée la différence cumulative. Les intérêts composés ne récompensent pas l'intensité ponctuelle. Ils récompensent la constance. Chaque jour où vous appliquez ces principes, même modestement, vous modifiez légèrement votre trajectoire. Une légère modification répétée sur des années produit une divergence massive. 12e loi, l'isolement stratégique. Il existe une phase silencieuse que peu mentionne. Une phase où vous n'êtes plus aligné avec votre ancien environnement. Mais pas encore arrivé à destination. Vous travaillez plus que la moyenne. Vous consommez moins, vous investissez au lieu d'afficher. Vous apprenez pendant que d'autres se distraient. C'est une zone grise. Vous n'êtes pas encore libre. Mais vous n'êtes plus inconscient. Cette phase peut sembler solitaire. Vous réduisez certaines interactions. Vous choisissez vos fréquentations avec plus de rigueur. Vous mesurez votre énergie. Vous refusez les engagements qui n'apportent ni croissance ni connexion stratégique. Ce n'est pas du mépris, c'est de la sélection. La majorité préfère la validation immédiate à la liberté différée. Vous, si vous continuez, vous choisissez l'inverse. La richesse authentique ne consiste pas à impressionner. Elle consiste à ne plus dépendre. Ne plus dépendre d'un supérieur pour votre revenu. Ne plus dépendre d'un crédit pour votre style de vie. Ne plus dépendre de l'approbation pour vos décisions. 13e loi, la lucidité permanente. Une fois que vous comprenez les incitations du monde,
Vous commencez à voir les structures cachées. Vous voyez comment les systèmes encouragent la consommation, comment les dettes sont normalisées, comment l'attention est capturée et monétisée. Vous cessez d'être une variable inconsciente dans l'équation de quelqu'un d'autre. Vous comprenez que chaque plateforme cherche votre temps, que chaque publicité cherche votre capital, que chaque distraction cherche votre concentration. Et vous choisissez consciemment où placer vos ressources. Votre attention devient stratégique. Votre argent devient stratégique. Votre temps devient stratégique. Vous ne réagissez plus impulsivement. Vous évaluez, vous structurez, vous exécutez. La richesse cesse d'être un rêve. Elle devient une conséquence. 14e loi, l'acceptation du risque calculé. Il n'existe aucun chemin vers l'indépendance totale sans exposition au risque. La différence n'est pas entre ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas. La différence est entre ceux qui prennent des risques aveugles et ceux qui prennent des risques calculés. Un risque calculé repose sur l'information, la compétence, la préparation et une gestion de la perte maximale acceptable. Vous ne pariez pas votre existence sur un coup de dé. Vous construisez progressivement une exposition maîtrisée. Chaque nouvelle compétence réduit le risque. Chaque analyse approfondie améliore la décision. Chaque réserve de capital amortit les erreurs. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à agir malgré elle. Avec structure. 15e loi, la liberté comme finalité. Au terme de ce processus, la question change. Au début, vous vouliez plus d'argent. À mesure que vous progressez, vous comprenez que l'argent n'était qu'un outil. L'objectif réel est la liberté décisionnelle. Pouvoir choisir vos projets, pouvoir refuser une collaboration toxique, pouvoir traverser une crise sans panique immédiate, pouvoir soutenir ceux que vous aimez sans vous fragiliser. La liberté n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Elle ne se montre pas toujours, elle se ressent. Se réveiller sans alarme imposée, organiser votre journée selon votre stratégie, investir dans votre santé, votre esprit, vos projets sans demander la permission. Czeschela, la véritable accumulation. Mais rappelez-vous, ce chemin n'est pas réversible. Une fois que vous avez vu les mécanismes, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas les comprendre. Vous ne pourrez plus vous satisfaire d'explications superficielles. Vous ne pourrez plus tolérer longtemps votre propre stagnation. La responsabilité devient totale. Vous êtes l'architecte. Le terrain n'est pas parfait. Les conditions ne sont pas idéales. Les variables externes existeront toujours. Mais la structure que vous construisez dépend de vos choix répétés. La richesse n'est pas un privilège mystique. C'est un produit dérivé d'une stratégie appliquée avec constance. Lucidité et détachement émotionnel. Identifier la douleur, créer la solution, amplifier par le levier, protéger le capital, racheter le temps, exploiter l'asymétrie, agir sans espoir passif, évoluer sans demander l'approbation. Il n'y a pas de secret caché derrière un rideau. Il y a une décision. Décidez de ne plus jouer au jeu tel qu'il vous a été présenté. Décidez d'apprendre les règles implicites. Décidez de supporter l'inconfort transitoire. Décidez de persister lorsque l'enthousiasme disparaît. La majorité ne le fera pas. Non parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne veut pas payer le prix psychologique. La question finale n'est donc pas « est-ce possible ?». La question est « êtes-vous prêt à devenir la personne capable de l'exécuter sans relâche ?» Si oui, alors la richesse n'est plus un rêve lointain. Elle devient une trajectoire en cours. Et une trajectoire, une fois engagée avec discipline, finit toujours par produire sa destination.